La première eut un plein succès, car M. Michel nous tournait le dos pour écrire sur le tableau noir des dates et des noms réunis par les accolades. Il ne vit rien, n'entendit rien, et ne fut avisé de cet exploit anonyme que par une épouvantable odeur. Comme les fenêtres étaient ouvertes, il crut que cette puanteur venait de l'extérieur. Il ordonna de les fermer et nous tourna de nouveau le dos, la craie en main. L'agneau, tout glorieux de ce premier succès, se leva soudain à demi et lança la seconde capsule de verre. Elle se brisa contre le tuyau de poêle, dont la tôle résonna. M. Michel se retourna brusquement, les poings sur les hanches, les sourcils froncés sur un regard noir. Il regardait de notre côté. Mais l'agneau, promptement rassis, la tête un peu penchée sur le côté, fignolait une accolade, et j'écrivais moi-même avec application comme mes voisins, qui redoutaient une erreur judiciaire possible. Seul Mérinos, devant moi, luttait, le cou gonflé, contre un accès de rire qui l'étouffait, et j'étais sûr qu'il était perdu, lorsque la porte s'ouvrit largement, et monsieur le proviseur, en jaquette et chapeau de soie, entra d'un pas assuré. Il était suivi de monsieur le censeur, qui tenait à la main de grandes feuilles de papier. Ces autorités venaient nous dire solennellement les résultats de la composition d'histoire. Toute la classe se leva d'un seul élan, selon l'usage. Mérinos lui-même, fils d'Ulysse, ou peut-être d'Achille, ne riait plus. La situation était grave et l'agneau devint blond comme un navet. En effet, monsieur le censeur palpitait déjà des narines et regardait le parquet autour du poêle. Quelques menus éclats de verre y étaient clairement visibles. En moins d'une seconde, il conjugua les renseignements que lui fournissait son nez et ceux qui brillaient sous ses yeux. Alors, d'un geste rapide, il pointa vers l'agneau le fluide maléfique de son index tendu et dit d'un ton sans réplique « Levez-vous ». L'agneau, pâle et tremblant, ne se leva pas, mais il tourna vivement ses regards vers le fond de la classe, comme si cet ordre ne pouvait en aucune façon le concerner, et comme s'il était curieux de savoir à qui le censeur en avait. Mais cette naïve démonstration d'innocence ne fit pas le moindre effet, et la voix tonna, sarcastique. « Vous, oui, vous. C'est pas la peine de jouer la comédie. Je vous ai vu par la fenêtre. Oui, je vous ai vu lancer quelque chose, et maintenant nous savons bien quoi. Votre nom ?»« Mais monsieur, dit l'agneau, j'ai peut-être fait un geste, mais c'est pas moi. J'ai voulu attraper une mouche, et alors ?» La désolante stupidité de cette explication fit courir un rire léger à la surface de la classe, tandis que le censeur tenait. « Taisez-vous, votre nom ?» L'agneau. Le censeur tira de sa poche un carnet, dévissa le capuchon de son stylographe, et il inscrivit le nom, la classe et le motif. Pendant ce temps, l'odeur intolérable, épaissie par un silence de mort, s'élargissait, se répandait, envahissant toute la classe, infectant la responsabilité de l'agneau et l'aggravant à chaque seconde. Les externes, avec leur habituelle hypocrisie, se bouchaient le nez indignés. Monsieur le proviseur, qui ne pouvait en faire autant, ordonna d'une voix calme et grave « Ouvrez les fenêtres !» Les externes se précipitèrent. Enfin, monsieur le censeur déchira la page de son carnet et la tendit à l'agneau, disant « Prenez vos affaires et portez ceci à la permanence. » L'agneau, accablé, prit ses livres, ses cahiers, descendit les 3 gradins, marcha lentement vers la porte, l'entrebâilla et disparut. Alors monsieur le censeur, d'une voix naturelle, commença sa lecture et dit, comme d'habitude, « Premier, Robin, 19,5. Conduite 10, devoir 9, leçon 10. » Je retrouvai l'agneau dans la cour de l'internat. À ma grande surprise, il me parut très inquiet. « Mais alors, dis-je, et le truc ?»« Le truc marchera très bien si c'est 4 heures, ou même une consigne entière. Mais il y a le censeur et le proviseur dans cette affaire. Et puis, l'assassin de la permanence m'a dit que ce serait probablement le conseil de discipline, et une mise à la porte de 8 jours. » « Il a dit ça pour te faire peur. »« Peut-être, mais c'est pas sûr. Et en plus, un grand m'a dit que, quand on te met à la porte, le proviseur fait venir ton père. Tu te rends compte ?» Pour le rassurer, j'appelai en consultation Nelps et Carrère, le beau petit boiteux de 3e A2. Nelps cita 5 cas de lanceurs de boules puantes et nous apprit que la peine maximale avait été une consigne entière du dimanche, infligée à Barbeau. Il conclut avec une autorité rassurante. « T'es bon pour une consigne entière jeudi prochain, mais rien de plus. » Carrère, esprit plus abstrait, essayait d'évaluer l'aggravation des peines que causait en général la présence du censeur, malheureusement alourdie et solennisée par celle du proviseur, et il se montra pessimiste. Toutefois, en considération du fait que le jet de la capsule avait été commis avant l'entrée des autorités et dans l'ignorance de leur venue, il finit par conclure qu'une consigne entière lui paraissait largement suffisante, et que le conseil de discipline ne serait pas alerté, ce que Nelps confirma avec beaucoup d'assurance, et il ajouta
D'ailleurs, si tu risquais plus qu'une consigne, on t'aurait déjà appelé chez le censeur. Il a raison, s'écrie l'agneau. Et si ce n'est qu'une consigne, ça n'a aucune importance. J'ai 2 Buffalo Pills et 3 Nat Pinkerton, ça fera toute ma journée. Et il se mit à danser en riant aux éclats. À ce moment, la voix du destin retentit. Elle sortait de la moustache du concierge, et elle cria longuement sur toute la cour. L'agneau, 5e A2, chez monsieur le censeur. Puis ce héros, indifférent à l'annonce redoutable qu'il venait de lancer, se retira sans même se retourner. L'agneau blêmit, racla sa gorge, et dit, après un ricanement lugubre, « Quel salaud !» Puis il s'éloigna, les épaules tombantes, mais les poings fermés. Nous attendîmes son retour en devisant sous les platanes. Je fus un peu inquiet pour mon ami, car les 2 arbitres me parurent moins optimistes en l'absence de l'inculpé. Enhelps fit intervenir un facteur nouveau, qui était l'abus récent de l'usage des boules puantes, et il déclara qu'il craignait que le censeur ne voulût faire un exemple pour y mettre fin. De plus, l'absence de l'agneau se prolongeait, ce qui ne me semblait pas rassurant. Mais Carrère allégea mon inquiétude en me disant que plus ils parlent, moins ils punissent, et que l'agneau allait peut-être s'en tirer avec 4 heures et une homélie moralisatrice. Enfin, cette pénible attente fut soudain raccourcie par un incident plaisant. Marion, de 5e B, ayant plongé un bâton dans les entrailles des cabinets, s'approcha de Schmitt et lui dit brusquement « Un peu voir, c'est plus fort que moi !» Et il lui tendit l'extrémité odieusement graissée de ce bâton. Schmitt, sans méfiance, la saisit à pleine paume et tira. Le bâton lui glissa dans la main, en y laissant une épaisse viscosité, tandis que Marion fuyait en ricanant. Schmitt, qui comprenait pourtant la plaisanterie, ne goûta pas du tout celle-là. Il rattrapa son persécuteur en 3 enjambées, le colla contre le mur et essuya longuement sa main sur la figure du mauvais plaisant, qui se mit à vomir à grand bruit. Je ne vis pas la suite de cet intéressant épisode, car l'agneau venait de paraître à la porte de la cour. Son visage était décomposé. Il s'avança vers nous d'un pas incertain et la tête basse. « Alors, dit Nelp, c'est une consigne ?» L'agneau fit oui de la tête. « Pour jeudi ?» Il chuchota. « Oui. » Il voulut ajouter quelque chose, mais il fondit en larmes, courut appuyer son avant-bras contre le mur pour soutenir son front et pleura tout à son aise. Je fus très surpris par ce désespoir et j'allais lui parler à voix basse. « Qu'est-ce que ça peut te faire une consigne, puisque t'as ton truc ?» Sans me dire, il tourna vers moi ses yeux rougis, haussa les épaules et gratta le sol de la pointe de son soulier. Les autres s'étaient rapprochés, mais personne ne posa de questions, et nous respectâmes son silence jusqu'au roulement du tambour. En étude, il reprit sa figure ordinaire. Il avait installé devant lui ses grammaires latines, et, les bras croisés, il regardait fixement un exemple imprimé en caractères gras. Noctua quicadam interfecit, quamquam clamavitab, ou quamvis clamitaret. Mais son esprit était bien loin de ces subtilités, car il poussait de temps à autre un soupir d'au moins 1 mètre. Enfin, au bout d'1 quart d'heure, il me chuchota la vérité. Le censeur lui avait annoncé une consigne de 8 heures, de 8 à midi et de 2 à 6.